Robert Lafaure est professeur de droit public à l'Institut d'études politiques de Bordeaux. Il est chercheur au Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, Comtasec, Université de Bordeaux. Et il est responsable du master économie sociale et solidaire et innovation sociale. Ses champs de recherche portent sur la construction institutionnelle des politiques sociales, la théorie des politiques de protection sociale et le droit de l'action sociale. Il est directeur honoraire de l'IEP Bordeaux et il est membre du conseil d'administration, de l'association Rénovation en Gironde, ainsi que du conseil de surveillance de l'ARS Aquitaine. Il est par ailleurs et enfin président du conseil de prospective de notre Union nationale, de l'UNIOPS, et ce depuis 2008. Voilà, je vais lui céder la parole. J'espère que je ne le bouscule pas trop. Je le remercie de sa disponibilité. Bonjour à tous. On m'a demandé, j'espère satisfaire à la commande, on m'a demandé de vous parler de la question des associations de solidarité notamment, dans le cadre de l'évolution générale de l'action sociale. Alors je vais tenter de répondre à la commande. Parler des associations, effectivement, c'est faire référence pour ce qui est de la conjoncture actuelle. Vous en êtes des connaisseurs, probablement plus que moi, à une situation pour ces associations qui est assez difficile, ou en tout état de cause, au moins avec de nombreuses perturbations, parce qu'il faut s'adapter à des changements, des transformations, des attentes de ces associations, qui sont en quelque sorte, pour la plupart d'entre elles, puisqu'elles sont gestionnaires de services, d'établissements sociaux, médico-sociaux, un peu prises entre le marteau et l'enclume. Le marteau, c'est l'ARS, le département, les financeurs. Et puis l'enclume, ce sont les demandes, les besoins, etc., ce qui remonte du terrain et qui tiennent au fait que dans notre société, un certain nombre de personnes éprouvent des difficultés à tenir leur place et à figurer comme des personnes totalement prises en compte, reconnues en quelque sorte par le contexte social dans lequel on vit. Donc ces associations sont dans cette position un petit peu difficile de devoir obéir finalement à des injonctions, des contraintes paradoxales. Alors est-ce tout à fait nouveau? D'un certain point de vue, non. On pourrait dire que par certains aspects, il n'y a jamais rien de tellement nouveau sous le soleil, comme disaient les Latins. Mais on a le sentiment, en tout état de cause, au moins, que les acteurs ressentent la conjoncture avec plus de difficultés, d'appréhension par rapport à une situation qui, antérieurement, peut-être n'était pas exempte de difficultés, mais en tout cas paraissait plus installée, plus facile. Bon, en se méfiant naturellement aussi des effets de perspective historiques qui font que généralement on enjolive le passé en considérant qu'avant c'était mieux et on a du mal à prêter des avantages ou des intérêts au présent que l'on voit toujours plutôt sous le signe de la difficulté, du problème, de l'angoisse, etc., etc. Donc il faut se méfier de ça. Mais alors cela dit quand même objectivement, comme c'est le travail que je fais, je peux essayer d'en parler. Objectivement, je pense que la situation des associations et de l'ensemble des acteurs de l'action sociale est dans une conjoncture, je dirais, de transformation qui ne peut pas faire autre chose, bien sûr, que de provoquer des difficultés. Nous sommes dans une période de changement, de mutation. Alors s'il n'y avait que l'action sociale, ça serait peut-être déjà à peu près maîtrisable, mais ça n'est pas très original parce que je ne connais guère de réalité de nos collectivités, de réalité qui ne soit pas dans une période aussi de transformation, de changement, de remise en cause, d'adaptation, etc., etc. Voilà pour le prologue. Alors, et j'ajoute pour en terminer que, comme toujours dans les périodes de transformation et de changement, il y a des enjeux, il vaut mieux les apercevoir. Ces enjeux peuvent être porteurs de difficultés graves dont on ne sortira pas ou qu'on sortira avec beaucoup de problèmes, ou alors, au contraire, peuvent être l'occasion de se repenser, de reconsidérer ce qu'on fait et, si possible,
finalement de se relancer, parce que dans une certaine mesure, les périodes critiques, les périodes de crise sont des périodes aussi où on s'examine, on regarde, on est obligé de s'examiner, et on peut être amené, en quelque sorte, à rebondir plus efficacement. Alors, pour traiter cette question des associations aujourd'hui, je vous convie à un parcours, si vous voulez, en 3 temps. J'espère que je serai assez clair. Le premier temps sera consacré à ce que j'appelle l'héritage. Alors, je ne fais pas ça pour des raisons qui tiendraient au fait que l'histoire, c'est toujours très important de revenir sur le passé, ce à quoi d'ailleurs je souscris pleinement. L'histoire, c'est très important. Mais je vais revenir sur l'héritage parce que justement, l'héritage est toujours présent. Les associations ont été, comme l'ensemble de l'action sociale, configurées à partir de la libération, en gros des années 50. Et la situation dans laquelle nous nous trouvons, elle tient à la façon dont progressivement les équilibres se sont créés, les associations ont trouvé leur place avec les pouvoirs publics, au fond dans ce que moi j'appelle la modernisation de l'aide sociale à compter des années 50 jusque dans les années 80-90. On pourrait prendre un repère, d'ailleurs qui nous incite à la modestie, c'est qu'en 1975, les plus anciens d'entre vous s'en rappellent pour l'avoir vécu, d'autres s'en rappellent parce qu'on leur a enseigné. En 1975, il y a 2 grandes lois qui sont adoptées en juin 1975, qui sont en quelque sorte une tentative de systématiser, de reprendre de façon cohérente toutes les évolutions qui se sont produites avant et qui ont stabilisé ce qu'à l'époque, d'ailleurs, on appelait l'aide sociale. L'aide sociale. Et ces lois, c'est la grande loi, la numéro 535, qui s'appelle « Loi relative aux institutions sociales et médico-sociales », c'est-à-dire en fait aux établissements sociaux et médico-sociaux. Et puis, la numéro 534, juste avant, adoptée le même jour, c'est une loi qui s'intéresse aux personnes handicapées et qui stabilise, au fond, après des expériences antérieures, la politique du handicap. Et je pense que ces 2 textes sont très caractéristiques de la façon dont on pensait l'aide sociale à cette époque et de la façon dont on situait, en quelque sorte, les associations dans cette construction, encore une fois, qui s'est faite de façon heurtée, progressive, au gré des adaptations à partir des années 1950. On peut dire que, pour ce qui est du handicap, par exemple, la loi de 1949, qui est le premier texte qui prend en compte les adultes handicapés, à savoir les adultes handicapés, qu'on appelait d'ailleurs à l'époque invalides, car il faut savoir que le terme de handicapé n'existe juridiquement que depuis la loi de 1975. Avant, c'était les invalides. Donc on prend pour la première fois en compte des invalides qui ne sont ni accidentés du travail, ni invalides de guerre, car jusque-là, c'était les seules catégories qui faisaient l'objet d'une politique. Les autres, non. Alors, c'est la loi de 1949, la loi Cordonnier, qui est un premier texte, qui est un point de repère. Et puis ensuite, dans la protection de l'enfance, dans le domaine des personnes âgées, on va voir tout un tas d'évolutions, de textes, de décrets, etc. Dans le champ du handicap, les fameux décrets de 1956 avec ses annexes 24, que tout le monde connaît. Il y a une structuration de ce modèle. Or, cet héritage-là, celui, au fond, que la loi de 1975, celle sur les institutions sociales et médico-sociales, stabilise, il est encore présent. Et nous tentons, en quelque sorte, de le transformer, d'en faire autre chose. Mais nous y sommes. Et la mutation n'est pas terminée. Voilà pourquoi je pense qu'il faut bien comprendre d'où on vient, comment les associations se sont structurées dans le modèle qu'on pourrait appeler modèle loi de 1975, si vous voulez. Première partie, l'héritage. Deuxième partie, il y a des recompositions, des transformations. Alors je tenterai même si le temps nous est compté, je ne pourrai pas développer ça longuement, d'expliquer au fond pourquoi les choses changent, premièrement, et en quoi changent-elles, du point de vue de l'action sociale en général, ce qui nous amènera dans la troisième partie à revenir vers les associations en nous demandant au fond en quoi les transformations de l'action sociale impactent les associations et que peut-on en dire aujourd'hui.
hein, voilà. Et là, vous verrez que, d'abord, je vais m'avancer avec prudence, parce que je ne lis pas l'avenir, dans le mar de café, ni dans rien d'autre, d'ailleurs, hein, d'une part. Et d'autre part, parce que le travail de transformation est à l'œuvre, nous en sommes les uns et les autres les acteurs, vous beaucoup plus que moi, et qu'on ne sait pas, naturellement, ce qui va sortir. On verra bien. Hein. Les transformations se font par expérience, adaptation, échec, succès, etc. Il n'y a pas tellement d'autres méthodes. En quelque sorte, il y a une poussée qui s'exerce, que je vais voir dans la deuxième partie, et qui, troisième partie, pose des questions aux associations pour qu'elles tentent, dans toute la mesure du possible, positivement, de se situer dans ce contexte. Voilà. L'héritage, les recompositions, la place des associations, voilà les trois niveaux auxquels je voudrais me situer. Alors, commençons par le premier point, l'héritage. Enfin, comment se caractériser globalement l'action sociale? Je vais là avancer à coup de serpe, comme on dit, c'est-à-dire de façon très, très schématique. Et qui faisait les associations loi de 1901 hein, que faisaient les associations loi de 1901 dans ce dispositif hein, qui commence à émerger dans les années 50 et qui va en quelque sorte se stabiliser vraiment en 1975. Alors je disais tout à l'heure, c'est une ironie de l'histoire parce que à peine le système est-il stabilisé que dans les années 80, on commence à percevoir, alors on ne le voit que rétrospectivement, on commence à percevoir des transformations qui vont bouleverser le modèle hérité, celui que la loi de 1975 avait voulu façonner de façon rigoureuse. On pourrait dater les premières perturbations de l'aide sociale telle qu'elle était conçue, on peut les dater de, par exemple, l'adoption de la loi sur le revenu minimum d'insertion, 1988. Et puis ensuite, les transformations vont en quelque sorte se succéder. Alors revenons donc sur l'héritage et sur les associations dans l'héritage. Alors, il faut commencer par rappeler d'abord que les associations, ou en tout cas ce qui en tient lieu, sont les héritières d'initiatives très anciennes qu'on appelait à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle les œuvres, et que bien que l'État ait adopté des lois d'assistance qui obligent les collectivités publiques, ce qui n'était pas le cas avant, au travers de plusieurs lois, la loi sur les enfants abandonnés ou moralement abandonnés, la loi sur le texte s'appelait loi relative aux vieillards et invalides impécunieux de 1906, hein, qui est la première loi d'assistance publique pour ce qu'on va appeler plus tard les handicapés, de l'autre côté pour les personnes âgées. La loi de 1913 sur les familles nombreuses nécessiteuses. La loi de 1893 sur l'assistance médicale gratuite. Hein. Donc vous avez... Les Républicains vont adopter une série de lois entre 1889 et 1913, en gros, qui fondent ce qu'on appelle l'assistance publique. Et dans cette assistance publique, il y a d'un côté des structures publiques, alors le bureau d'assistance obligatoire dans toute commune, les hôpitaux généraux qui existaient avant, mais qui sont réintégrés dans le champ des politiques d'assistance. Les hôpitaux, pendant longtemps, jusqu'à la réforme Debré de 1959, il faut le rappeler, étant des institutions d'assistance, pas du tout principalement des institutions de soins. Les hospices, qui sont créés en grand nombre au début du XXe siècle et qui émaillent tous les cantons de France. Il n'y a pratiquement aucun canton qui n'ait pas un hospice cantonal. Les orphelinats avec le foyer départemental de l'enfance qui est rendu obligatoire. Voilà. Les asiles rendus obligatoires bien avant, 1848. Donc ça, c'est les structures publiques qui sont rendues obligatoires par les lois. Mais ces structures publiques sont très insuffisantes, elles n'ont que très peu de ressources. Et donc l'État, bien qu'il soit laïque, militant, à l'époque, en tout cas les majorités républicaines, ne vont pas du tout écarter les œuvres, qui, pour l'essentiel d'ailleurs, sont des œuvres congrégationnistes ou des églises, surtout de l'Église catholique. Elles ne vont pas les écarter, elles vont les laisser fonctionner. Et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ces œuvres ayant adopté le statut de la loi 1901
dès que cette loi, naturellement, a été adoptée, hein, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les œuvres et les structures publiques vont cohabiter sans grand souci de se coordonner. Les publics allaient ou dans les œuvres ou dans les structures publiques selon la situation de chacun, les opportunités, etc., etc. Il n'y avait évidemment pas de politique globale organisant le système. Tout change après 1945. Alors, les œuvres continuent à exister. Ce sont généralement des associations dans la mesure où elles ont adopté le statut de l'association loi de 1901. Et alors, ces associations vont prendre un rôle extrêmement important dans la structuration de l'aide sociale moderne, après la Seconde Guerre mondiale. Bon, que se passe-t-il ? Eh bien, en réalité, les associations vont être prises en main, en fait, par les corporations professionnelles, c'est-à-dire les futurs travailleurs sociaux, car il faut rappeler qu'en 1945, il n'y a qu'une profession sociale qui existe. C'est la profession d'assistante de service social. Pas d'éducateur, pas de moniteur éducateur, pas d'animateur, etc. Ça n'existe pas encore. C'est les années 60 qui vont voir les diplômes du travail social se mettre en place. En tout état de cause, ces futurs travailleurs sociaux, pour beaucoup d'entre eux, et dans le champ du handicap, beaucoup de psychiatres, médecins, psychanalystes, qui sont des professionnels, mais qui, eux, ont la particularité, souvent d'ailleurs, d'être eux-mêmes des parents d'enfants handicapés. Ces gens-là vont créer des associations, créer des services, et en fait, ils vont inventer l'aide sociale moderne. Les associations vont donc servir de réceptacle à une quantité considérable d'initiatives qui viennent, alors il faut le dire, pour l'essentiel, de professionnels. Ce sont les professionnels qui inventent, au fond, ce qui va structurer le système et qui est encore au cœur de l'action sociale contemporaine, qu'on appelle l'établissement, avec la notion de placement. L'idée, c'est qu'il faut, sur la base évidemment des avancées ou des constructions que j'appelle moi scientifico-techniques, c'est-à-dire la découverte des divers types de maladies mentales, la différence par exemple entre le handicap et la maladie mentale, différence qui n'avait pas lieu avant, les découpages selon les âges, les handicapés enfants, les handicapés adultes, tout un tas de constructions vont se mettre en place à partir des professionnels et vont susciter donc la mise en place d'établissements auxquels il faut ajouter le qualificatif de spécialisé. L'idée générale de ce grand mouvement de structuration, de modernisation, de fabrication, en quelque sorte, d'une réponse à ces problèmes, c'est que, au fond, les populations, les publics qui éprouvent des difficultés particulières pour tenir les normes sociales. Alors, les normes sociales, c'est tenir le système éducatif de droit commun. C'est être capable d'être dans un logement de droit commun, être capable d'accéder à un emploi de droit commun. Donc, tous les publics qui ont des difficultés par rapport à ces normes, car ces normes, évidemment, constituent des normes sociales générales, tous ces publics vont être en quelque sorte construits en catégories, en sous-catégories, au gré des évolutions techniques et scientifiques, c'est-à-dire de la façon dont on les conçoit, dont on les pense, et les professionnels au sens large, et notamment les sciences psychomédico-sociales vont avoir un rôle très important pour construire toute cette représentation du public, c'est-à-dire être capable, face à des situations singulières, d'apposer une étiquette en disant « cette personne, elle se comporte de telle et telle façon, elle a donc tel type de handicap ». Et l'idée, c'est que progressivement, à chaque type de handicap correspond une filière spécialisée d'établissement. Eh bien, ce mécanisme-là, qui continue bien sûr à structurer l'arrière-fond du modèle dans lequel nous sommes, ce mécanisme-là, il est progressivement inventé par des professionnels qui, d'ailleurs, vous le savez, souvent, travaillent dans une institution, pour certains d'entre eux, et puis, au bout d'un certain temps, ils critiquent
la structure dans laquelle il travaille en considérant qu'elle n'est pas adaptée à certains publics, et il crée une nouvelle catégorie d'établissements à côté. Donc on va avoir une sorte d'extension du secteur par catégorie, sous-catégorie, avec la logique selon laquelle la réponse aux problèmes des personnes en difficulté, selon ce que j'en ai dit tout à l'heure, passe par la capacité à identifier leurs problèmes, c'est-à-dire à le construire, disons, avec un arrière-fond technique et scientifique, et deuxièmement, à orienter cette personne dans la filière spécialisée qui convient au traitement de ce problème. Voilà. Et alors, évidemment, le processus engagé par les professionnels qui vont, en quelque sorte, rentrer dans les associations, dans les œuvres, en les transformant de l'intérieur, ou en créant d'autres, en se démarquant plus ou moins. Ce processus va susciter, puisque les professionnels demandent évidemment des moyens, des ressources, les professionnels prennent la place des bénévoles, des militants. Or, les professionnels, il faut les payer, naturellement, car ils ont des compétences, il faut valider ces compétences, d'où la création, à partir des années 60, des écoles de travail social, qui sont fabriquées et gérées par qui ? Bien, par des professionnels, comme par hasard, qui sont les formateurs dans ces écoles, selon un principe de formation qui fait que la moitié du temps, on le passe dans les établissements, pour se former, etc. Donc vous avez un processus qui se met en place et qui requiert de plus en plus de ressources. Et alors, le milieu va être capable, en quelque sorte, de capter les ressources de la part de la puissance publique, qui elle-même ne peut pas se désintéresser de ses activités. Donc, elle va, en échange des ressources, commencer à construire des réglementations auxquelles les établissements et les professionnels doivent obéir pour bénéficier des financements. Et ces réglementations, par exemple, c'est les annexes 24 du décret 1956 qui définit les types d'établissements avec les normes techniques par établissement. Et les normes techniques, pour ne prendre qu'un exemple, c'est par exemple si vous avez telle catégorie de handicapés, vous avez droit à tant de temps de psychologue, tant de temps d'éducateur, il y a un éducateur pour tant d'enfants, etc., etc. D'ailleurs, ces réglementations sont d'autant plus importantes à percevoir et à prendre en compte qu'elles existent toujours dans le Code de l'action sociale et des familles, dans la partie R, dans le livre 3, R 300, etc. Vous avez toutes les normes techniques de tous les types d'établissements possibles, des CHRS, des IMP, des IMPRO, tout ce que vous voudrez, des appartements thérapeutiques, etc. On a tout catégorisé et défini par des réglementations. Donc le processus, fondamentalement, c'est un processus de catégorisation des publics et d'affectation des catégories à des filières spécialisées, avec en conséquence la nécessité de demander à la puissance publique de conforter cette évolution en la finançant et en l'encadrant, ce que la loi de 1975 va finalement boucler avec, car c'est cette loi qui l'introduit, avec ce qu'on appelle les autorisations de création, d'extension ou de transformation des établissements. Car ces procédures qui existaient avant, il y avait des agréments, etc., ces procédures sont généralisées et structurées par la loi du 30 juin 1975. Alors j'en viens maintenant aux associations. Que deviennent les associations dans ce processus ? Eh bien, elles se transforment pour l'essentiel, avec un poids très important des professionnels, elles se transforment pour l'essentiel en associations gestionnaires d'établissements. C'est-à-dire qu'elles servent de cadre à la gestion des établissements. Alors bien sûr, on ne peut pas avoir une approche trop globale, parce que ce qui caractérise le champ des associations d'action sociale dans le modèle qui s'élabore dans les années 60, 70, c'est leur extrême diversité. Donc vous avez des associations, par exemple dans le champ du handicap, avec des associations qui sont montées, créées par des parents. Vous avez par exemple le maintien de l'association avec une sorte de dimension un petit peu militante. Voilà. L'association à laquelle je suis à Bordeaux, une association qui s'appelle Rénovation,
Elle a un côté militant, mais c'est du militantisme professionnel, parce que c'est plutôt des psychologues, des psychiatres qui ont utilisé cette association pour développer la conception qu'ils avaient de la prise en charge de gens, etc., et l'imposer à la puissance publique. Mais ce n'est pas du tout des parents. La dimension militante peut subsister, mais en même temps, dans d'autres cas, elle s'est fortement affaiblie pour voir plutôt s'imposer une dimension, je dirais, d'une couverture juridique. L'association, c'est le cadre juridique dans lequel se situent les établissements. Alors, en insistant en plus sur un point, c'est que les pouvoirs publics, eux, ne connaissent que les établissements, ne connaissent pas les associations. Autrement dit, les associations sont libres, seuls les établissements sont contrôlés. Car, naturellement, vous l'avez bien compris, ce n'est pas les associations qui sont autorisées. Ce serait contraire à la Constitution. Les associations n'ont pas à être autorisées. Les associations sont libres. En revanche, quand une association prend en charge plus de X enfants qui sont affectés de tel ou tel type de handicap, cette activité, c'est un établissement, et ça doit être autorisé. Voilà quel est le montage. Alors, la dimension principale des assos, ça va être une dimension plutôt, je dirais, de premier niveau, offrir un cadre juridique à des établissements. J'ajoute que j'ai connu beaucoup ça dans beaucoup d'associations. Quand on votait le budget de l'association, curieusement, l'association elle-même n'avait pas de budget, on votait un budget par établissement. C'est-à-dire le budget, c'était les établissements, ce n'était pas les associations. Toute chose qui change évidemment aujourd'hui pour des raisons sur lesquelles nous allons revenir. Donc, l'association sert de cadre, premier niveau. Deuxième niveau, dans beaucoup d'associations, c'est là que j'avance avec prudence parce qu'il faudrait faire des études plus approfondies. Dans beaucoup d'associations, bien, dans les conseils d'administration, ce qui est logique avec le système, on a plutôt comme stratégie de faire rentrer ce que j'appelle des notables, vous savez, mais au sens non pas péjoratif du terme, mais un notable, c'est quelqu'un qui est une charnière, qui fait coïncider des mondes, vous voyez, qui est à la limite de plusieurs mondes. Donc on fait rentrer des gens, par exemple, qui sont des experts ou qui sont des personnes qui connaissent le département, qui connaissent la DAS, etc., ou qui en sont eux-mêmes, de telle façon que ça sert d'antenne vers l'extérieur et ça permet à la structure de se stabiliser dans des relations avec les financeurs, avec les donneurs d'ordre, avec les organismes qui opèrent l'affectation des publics, etc., etc. Et puis, dans une mesure qui resterait à identifier, mais qui existe, vous avez une dimension un peu militante qui demeure et qui font que ces associations peuvent peser sur les pouvoirs publics. Mais souvent, je l'ai remarqué, le poids est d'autant plus fort qu'il s'agit de militants, mais en même temps de professionnels. Voilà pourquoi je pense qu'il ne serait pas difficile, comme ça, un peu, je n'ai pas fait d'enquête, mais ça fait quand même 30 ans ou 40, presque 40 ans, je ne sais plus, que je m'intéresse à ce champ. Je pourrais tout à fait montrer que dans beaucoup d'associations de parents, comme par hasard, le président, c'est un psychiatre, c'est un médecin. C'est donc quelqu'un qui a la double qualité d'être à la fois directement impliqué par le problème et en même temps d'avoir une légitimité professionnelle. Voilà. Je pourrais montrer aussi, comme il y en a dans beaucoup d'associations, les anciens professionnels, une fois à la retraite, viennent dans les conseils d'administration. Voilà. Donc on a un système, vous voyez, où la structure associative, eh bien, d'un certain point de vue, se concentre sur des fonctions de gestion au sens large, de management d'établissements, qui pendant très longtemps d'ailleurs sont des établissements juxtaposés, car finalement, je terminerai par là, dans les structures de l'action sociale, l'élément qui a une substance propre, c'est l'établissement. L'établissement. Donc ne vous étonnez pas, évidemment, depuis une quinzaine d'années, quand on essaye de reconfigurer tout ça, d'avoir de gros problèmes avec les directeurs d'établissements, naturellement. Car, bien sûr, pendant longtemps, c'était le directeur d'établissement qui était l'autorité dans le système, beaucoup plus que le président. Et beaucoup d'associations n'avaient pas de directeur général. Ça, c'est des évolutions contemporaines. Pour quelle raison ? Il n'y en a nul besoin.
Chaque établissement est financé, c'est ce qu'il a à faire. L'association sert en quelque sorte de cadre général, au moins juridiquement, parce que c'est une personne morale de droit public, de droit, alors que les établissements n'ont pas la personnalité morale. Voilà comment le système s'est structuré. Alors, deuxième point, j'espère ne pas être trop long, deuxième point, les recompositions, ces montages, vous voyez, ces arrangements qui ont eu leur efficacité, qui ont eu leur raison d'être, et je suis toujours partisan de ne jamais porter de jugement rétrospectif sur ce qu'ont fait nos devanciers, parce que ce qu'ils ont fait, ils ont cru devoir le faire, et ils le faisaient avec le sentiment de bien faire, donc je ne vois pas pourquoi nous, de notre point de vue, on les jugerait. Mais il est vrai que depuis les années 90, et surtout avec une accélération dans les années 2000, il y a des recompositions qui s'opèrent. Alors si on cherche pour les juristes quelques dates importantes, je vous l'ai dit tout d'abord, le premier coin, en quelque sorte, qui va s'enfoncer dans le vieux modèle d'aide sociale élargie par une action sociale, c'est évidemment l'invention du RMI, qui fait changer l'aide sociale de monde. On passe à autre chose, avec l'idée d'insertion. On passe à autre chose. On n'est plus dans la logique placement-établissement. Voilà. Mais le processus, en passant par les politiques d'accès au logement des personnes défavorisées, la loi relative à la lutte contre les exclusions de 1998, naturellement le grand texte de janvier 2002, la loi rénovant l'action sociale et médico-sociale, puis dans le champ du handicap, la loi du 11 février 2005, qui change de monde. On n'est pas dans la même façon de penser le problème. Puis ensuite, les textes de 2007 qui concernent la protection juridique des majeurs, qui concernent la protection de l'enfance. Puis ensuite, vous pouvez sauter en 2009 avec la loi HPST qui crée les actuels ARS. Dans le paysage, il faudrait intégrer naturellement tous les textes qui concernent la décentralisation, qui vont recharcuter ou redistribuer les compétences des uns et des autres, c'est-à-dire de changer les interlocuteurs, la régulation du système. Voilà. La loi 2009 est très importante aussi. Donc on a pratiquement tous les 2 ans, si vous voulez, soit pour l'ensemble du secteur, soit pour tel ou tel sous-secteur, des textes qui viennent modifier fortement les arrangements antérieurs. Alors, pour quelles raisons ? Tout d'abord, là, je vais encore une fois, comme pour tout à l'heure, avancer prudemment, parce que les raisons sont complexes, naturellement. Mais je dirais qu'il y a plusieurs facteurs qu'on pourrait identifier. Il y a évidemment le facteur qui est le plus communément avancé par les acteurs, souvent sous la forme de la plainte, c'est qu'il y a une rigueur budgétaire. On veut imposer des économies, on veut non pas dépenser moins, parce que ça continue à augmenter les dépenses, mais réduire l'augmentation, en gros. Et puis redistribuer les cartes à l'intérieur du système en ponctionnant les mieux lotis pour redistribuer vers ceux qui le sont moins, ou en faisant émerger de nouvelles populations qu'on va alimenter avec des ressources que naturellement on va aller prendre à d'autres, parce qu'on ne peut plus augmenter. Donc il y a une sorte de plafond, vous voyez. J'insiste, pas de réduction globale. Le budget de l'action sociale, comme les budgets de la protection sociale en général, ne se réduisent pas. Ils continuent à augmenter. Mais il y a le sentiment que la rigueur budgétaire s'impose de plus en plus fortement. Et naturellement, elle s'impose de plus en plus fortement avec douleur pour les acteurs, que cette rigueur budgétaire n'existait pas avant, parce que l'action sociale est partie de zéro. Il n'y avait rien, il n'y avait que les vieux systèmes des œuvres et les quelques hospices, etc. Rappelons-nous quand même que les hospices disparaissent en 1975. Or, quand vous ouvriez la porte d'un hospice, vous aviez des handicapés, des malades mentaux, des enfants abandonnés, des personnes âgées, il y avait tout le monde là-dedans. Donc on part, disons, dans les années 50, on part de zéro, ça ne coûte rien. C'est alimenté dans les budgets locaux, parce qu'on appelle, dans les communes, par exemple, par la taxe sur les spectacles, c'est-à-dire des ressources financières très réduites. Quelques centimes additionnels dans les départements payent l'aide sociale. C'est très faible. Donc les budgets
se sont accrues considérablement, mais dans une logique où, partant de rien, bien sûr, dans un premier temps, les augmentations sont extrêmement importantes. Bon, les professionnels sont de plus en plus nombreux. Il suffirait d'ailleurs de regarder combien il y a de travailleurs sociaux en 1950 et combien il y en a en 1980. C'est très simple. Il y en a 20 fois plus. Donc, les budgets augmentent parce qu'on part de zéro. Et puis, deuxièmement, c'est la période de la grande croissance. C'est-à-dire qu'à côté des budgets de la protection sociale globale, qui actuellement, vous le savez, représente 32% du produit intérieur brut en France, record du monde. Donc, à côté de la protection sociale, ce qu'on appelle aujourd'hui l'aide sociale ne pèse rien, ça ne représente pas grand-chose. Donc, pendant tout un temps, ces professionnels, ces associations de parents, etc., ont devant elles un boulevard. Comme le dit, je ne sais plus qui d'ailleurs, la banque sociale est ouverte. D'ailleurs, certains d'entre vous ont peut-être connu l'époque bénie des crosmes, des crismes, avant les crosmes, de ces commissions où, au fond, tout projet était toujours financé. Il n'y avait jamais de problème. Il suffisait de créer quelque chose pour trouver un financement. Dans un premier temps, on avait des subventions, puis dans un second temps, on rentrait ça dans la nomenclature des établissements, et puis vous aviez un financement pérenne. Donc tous les projets trouvaient à être financés, et de façon inflationniste, c'est-à-dire que les établissements se multipliaient, étaient de plus en plus nombreux. Donc cette logique, évidemment, commence à se renverser dans les années 90. Il faut rappeler quand même que ce n'est qu'en 1998, dans la loi de finances de 1998, que l'on voit apparaître l'idée que les pouvoirs publics peuvent ne pas financer une structure au nom de l'insuffisance des ressources, par exemple. Avant, quand on vous refusait la création d'un établissement, juridiquement, vous n'aviez pas le droit, si vous étiez l'administration, de dire que c'est parce que vous n'aviez pas d'argent. Vous étiez obligé de trouver une autre raison. Par exemple, c'est pas conforme aux normes, je ne sais pas quoi. C'est la loi, les ordonnances Juppé de 1996, qui, en créant la loi de financement de la sécurité sociale, créent les fameuses enveloppes nationales, régionales, départementales, c'est-à-dire des montants de crédit opposables. Vous ne pouvez pas dépasser les enveloppes. Mais avant, il n'y avait pas d'enveloppe. Donc, aucune contrainte, en quelque sorte. Voilà. Et puis, disons-le, vous le savez bien comme moi, dans la période antérieure, les situations des établissements, ce qu'on essaye évidemment de redresser aujourd'hui, ce qui fait très mal, les situations des établissements étaient fort disparates. C'est-à-dire que le même type d'établissement, avec le même type de public, qui proposait les mêmes formes de prise en charge, vous aviez parfois des établissements qui, pour faire la même chose, coûtaient 6 fois plus cher qu'un autre établissement qui faisait exactement la même chose. Alors évidemment, pendant longtemps, c'était lié à quoi ? Aux effets d'aubaine, au fait qu'un tel établissement a été créé en 1962, l'autre en 1969, qu'à ce moment-là, il y avait plus ou moins d'argent. Donc voilà. Et puis que vous étiez dans tel département, pendant tel autre, etc. Vous aviez des disparités tout à fait considérables. Pendant longtemps, ça gênait personne. Puis les mieux dotés, ils avaient des conditions, il faut le dire, tout à fait confortables de fonctionnement. Alors je comprends évidemment que ça fasse très mal quand on leur dit c'est plus possible. Mais il faut voir qu'on vient évidemment d'un passé qui était très favorable. Donc la question financière est très importante. Mais il ne faut pas la survaloriser. Parce que par exemple, on ne peut pas comprendre la loi de 2005 sur le handicap si on se réfère à la question financière. Les questions de financement n'expliquent pas du tout la doctrine de la loi de 2005. Et quelle est cette doctrine ? Eh bien, elle s'appuie sur un changement sociétal qui est de grande importance, dont il faut absolument prendre la mesure. Et ce changement sociétal, c'est la promotion, si vous voulez, de cette idée que chaque personne, chaque individu de notre société a une substance propre qui est d'avoir des droits. Avoir des droits. Idée saugrenue, évidemment, dans le passé. Ce que j'appelle, moi, l'être de droit. La substance fondamentale de l'être social contemporain, c'est d'être un être de droit.
Et donc, cette idée que, d'où on va tirer les droits des usagers, etc., le principe de non-discrimination, cette idée que les individus qui sont dans notre société doivent tous, au fond, avoir exactement les mêmes chances, être traités de la même façon. Cette idée qui nous paraît absolument évidente et que je trouve extrêmement respectueuse à titre d'idéal, même si naturellement du point de vue de l'anthropologie juridique, je trouve que c'est un peu court. Je veux dire par là que pour donner des droits à quelqu'un, il faut créer des obligations quelque part. Donc le droit, avant d'être un attribut individuel, c'est un lien. Masqué peut-être, évidemment, qu'on peut ne pas prendre en compte, mais c'est un fait. Dire que quelqu'un a un droit, c'est immédiatement créer dans le champ d'une ou d'autres personnes des obligations, des dettes. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que le côté positif de l'évolution doit être bien resitué dans ce contexte. Et on y reviendra pour les associations, parce que je pense qu'elles ont un rôle très important à jouer. Pour lutter contre ce que j'appelle l'infantilisme juridique, c'est-à-dire des gens qui pensent qu'ils ont des droits comme ça, ils ont des droits. Mais d'où viennent-ils? Qui les assume? Voilà. Là, c'est ce qu'on appelle de l'infantilisme. Vous voyez, c'est infantile. Voilà. Alors, on reviendra peut-être là-dessus. Donc, il y a une transformation de la société. Finalement, ce qu'on appelle le lien social, vous voyez, se modifie profondément. Probablement, ça monte aux années 70. On pourrait peut-être mai 68 est une sorte de première manifestation de cette transformation. Et concrètement, ça signifie que deux choses. La première chose, c'est que les individus, notamment les gens qui sont pris en charge dans l'action sociale, ne veulent plus eux-mêmes, leur entourage ne veut plus, et la société ne veut plus, au fond, qu'on les mette dans des systèmes que moi j'appelle des systèmes tutélaires, c'est-à-dire des organisations dans lesquelles ils sont pris, et selon le principe qu'eux ne savent pas ce qu'il faut pour eux, et que l'organisation, puisque c'est des professionnels, elle sait. Mais ce que je dis là, c'est vrai pour l'école, qui était construite de la même façon. Le maître sait, les élèves ne savent pas. C'est vrai pour l'hôpital, le médecin sait, le patient ne sait rien, etc. C'est des relations dissymétriques, vous voyez, et que j'appelle des relations tutélaires. La tutelle, au sens plein du terme, c'est un dispositif par lequel quelqu'un exerce à la place de quelqu'un d'autre ses droits, dans un sens, évidemment, en principe bienveillant, c'est-à-dire pour son bien. Donc les professionnels, les organisations s'arrogent le bien des tiers et essayent de faire des choses à leur place, en quelque sorte. Donc ce modèle-là est de plus en plus contesté dans la société, au profit de la volonté d'avoir des relations plus symétriques, et notamment, en quelque sorte, que les individus ne soient pas pris comme des choses par des organisations, des structures. Oui, voilà. Donc ça, c'est le premier aspect de cette transformation qui est, à mon avis, très importante à repérer. Et le deuxième aspect, c'est que naturellement, ça change fondamentalement les rapports, parce que c'est ce que, dans le champ du handicap, par exemple, on appelle l'inclusion. Il faut que les personnes soient traitées comme n'importe qui, que les personnes aient accès aux mêmes services que les autres, etc. Donc vous voyez d'entrée que le modèle établissement et placement en prend un sévère coup de cette évolution. Donc voilà les quelques transformations. Je vais passer assez vite. D'où évidemment, dans la loi de 2005 et dans la suite, la notion d'inclusion, qui repose sur toute une conception du lien social, de l'être, ce qu'on appelle l'être ensemble, c'est-à-dire comment on est ensemble, comment on constitue du collectif. Je ne vais pas détailler tout ça. Vers l'idée donc de droit commun, il faut que les gens aient droit au traitement identique dans toute la mesure du possible à celui des autres. Donc il faut mettre les personnes handicapées dans des établissements de droit commun, dans l'emploi de droit commun, dans le logement de droit commun, autant que faire se peut. Et tout ça, vivant, bouscule les arrangements du passé, oblige à ce que j'appelle des décloisonnements à l'intérieur de l'action sociale. Donc les catégories, les filières spécialisées sont radicalement mises en cause
par des logiques où, au contraire, il faut qu'on soit dans ce qu'on appelle le parcours, l'accompagnement, la transversalité. Et puis, vous avez des processus de désectorisation, c'est-à-dire que autant la loi de 1975 crée l'action sociale comme un tout cohérent et indépendant de la santé, de l'éducation, etc., autant ces évolutions font que maintenant, il faut que la santé, l'éducation, le logement, l'action sociale se connectent, c'est-à-dire abolissent les frontières qui sont ce qu'on appelle les frontières sectorielles. Voilà. Bien sûr, concrètement, c'est l'usager avec ses droits, c'est toute l'ingénierie juridique du contrat, du projet pour l'enfant, projet pour la personne handicapée. C'est l'apparition, évidemment, de nouvelles modalités qu'on appelle l'accompagnement, le parcours, l'accompagnement, le case manager, le gestionnaire de cas, c'est-à-dire des professions de coordination, de mise en lien, de mise en cohérence, là où antérieurement, au contraire, on prenait tous ces soins pour bien découper tout ça et faire que les éléments se juxtaposent sans trop interférer les uns sur les autres. Voilà. Bon. Et bien sûr, tout ça a des effets sur les gestionnaires et donc les associations gestionnaires, parce qu'on est confronté donc à des nouvelles formes d'organisation. Appelons ça, puisque c'est la mode, les plateaux techniques, les plateaux de services, les clusters, en lieu et place des établissements. Et puis surtout, et c'est là que je vais accrocher la troisième partie sur les associations, on voit émerger fortement comme un impératif ce dont antérieurement on pouvait faire l'économie, que j'appelle les logiques stratégiques. Autrement dit, les acteurs doivent penser leur position non plus en elle-même. Quand je dis les acteurs, ça va du professionnel au service, à l'association, etc. Donc les acteurs doivent penser leur position non plus en elle-même, mais en lien avec les autres acteurs. Donc il faut devenir stratège, essayer de maintenir ces activités, de les coordonner, de coopérer, d'où les fameux partenariats. Et naturellement, c'est une redistribution générale des cartes. Alors pour les associations, c'est mon dernier point. Voilà pourquoi j'affirmais tout à l'heure, et je vais repartir de là, qu'elles ont devant elles à la fois un chantier qui peut paraître angoissant, problématique, énigmatique, etc., tout ce que vous voudrez, et en même temps une opportunité tout à fait considérable. Parce qu'au fond, cette nouvelle action sociale dont je vous parle, décloisonnée, constituée de parcours, je n'ai pas évoqué le terme, donc je dois le faire maintenant, c'est dommage de ne pas le dire, qui se conçoit en fonction de territoire, c'est-à-dire ce n'est plus une action locale, c'est une action territoriale. De la même façon que les collectivités publiques ne sont plus locales, elles sont territoriales. Alors pourquoi donc ? Parce que faire du local, c'est projeter des activités dans l'espace. Faire du territorial, c'est construire des cohérences dans l'espace. Mettre en évidence des interdépendances. Relier ce qui ne l'était pas antérieurement pour faire prendre en compte que la politique sociale, par exemple, ne commence pas avec la redistribution des prestations, mais elle commence probablement dans une ville, au niveau communal ou intercommunal, dans la politique d'urbanisme, dans la capacité 20 ans avant à constituer des réserves foncières pour avoir des logements pour tout le monde. Sinon, on va récupérer les gens avec de grosses difficultés, mais quand on va les récupérer, ce sera trop tard. Il aurait mieux valu y penser avant. Voilà. Donc, je conclus. Les associations sont donc face à un chantier, et je crois que le grand problème des associations, c'est d'équilibrer ou peut-être d'éliminer, au fond, les trois scénarios dont elles sont en quelque sorte porteurs actuellement. Alors, équilibrer, c'est-à-dire trouver un aménagement correct entre les trois, ou éliminer l'un, en garder deux, en éliminer deux, en garder un, etc. Mais tout ça, c'est la réflexion. De mon point de vue, les associations sont confrontées à trois modèles, si vous voulez, que l'on sent pointer dans l'action sociale actuellement. Le premier modèle, c'est ce que j'appelle le modèle
de l'économie des services, dont l'acteur, c'est l'entreprise sociale, l'entrepreneuriat social. Mais évidemment, ce modèle, il est très fortement encastré dans les logiques de marché, dans les régulations marchandes, et il fait basculer dans le champ de l'économie, qui a sa grandeur, son intérêt, son efficience, tout ce que vous voudrez. Je pense que cette logique de l'économie des services travaille l'action sociale. Elle la travaille notamment dans le champ du handicap et dans le champ des personnes âgées. Parce que d'une certaine façon, on peut dire que s'occuper de personnes âgées, ça peut se résoudre comme la succession de services que vous rendez à la personne. De même pour une personne handicapée. Mais ça, c'est de l'économie des services. Deuxième logique présente dans l'action sociale et très présente du fait qu'elle ne survit que par des financements publics, c'est la logique de délégation de services publics. C'est-à-dire, pour une part, l'action sociale, alors, elle n'est pas déléguée au sens juridique du terme. Il n'y a guère que la protection des majeurs ou la protection de l'enfance qui fassent l'objet de véritables mandats de services publics. Mais s'occuper de personnes âgées, ce n'est pas une délégation de services publics. C'est pour ça que je prends la précaution de le dire, j'utilise le terme dans un sens assez général et donc vague, pas juridique. Enfin, il y a une autre logique à l'œuvre, c'est être participant à des politiques publiques dont le maître d'œuvre, naturellement, c'est l'acteur public. C'est lui qui paye, c'est lui qui commande. Et naturellement, l'introduction dans la réglementation des appels à projets, vous voyez, nous fait rentrer dans cet univers de la délégation de services publics ou de la concession de services publics. Ça a sa grandeur, son intérêt, etc. Mais c'est à voir et à discuter. En tout cas, c'est une situation qui existe et qui peut tendre à se développer, à se renforcer. Et puis le troisième aspect, qui, lui, viendrait plutôt du côté des associations, parce qu'il y a une demande d'association, de participation des usagers, il y a une demande justement de production de nouveaux modèles, d'innovation, etc. C'est ce que j'appelle la logique du groupement intermédiaire, c'est-à-dire la structure, ce que sont les associations originellement, c'est-à-dire une structure qui permet à des gens de s'associer, de construire du projet et en quelque sorte de faire la médiation dans la société entre les individus et la sphère politique et entre les individus et le marché. Voilà. Donc c'est créer des espaces publics de délibération collective où en associant des individus, on est capable de construire collectivement des conceptions, de penser collectivement des problèmes, de faire confronter dans un espace donné les divergences d'intérêts entre les groupes qui sont concernés par le problème, qui sont inéluctables. Dans une société démocratique, tout le monde ne pense pas la même chose. Mais comme dans une société démocratique, il faut faire quelque chose ensemble, eh bien, il y a des éléments qui sont à l'interface et qui permettent de monter en généralité, de vaincre la particularité, la singularité des positions et d'aboutir à quelque chose qui est construit collectivement, qui tend vers l'universel, en quelque sorte. Eh bien, le travail des associations, je dirais, ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Voilà. Je conclus là-dessus, parce que j'ai l'impression d'avoir épuisé mon temps, peut-être épuisé l'assistance. Et puis, donc, je vous remercie de votre studieuse attention.